Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. En ce moment, Vautrin entra tout doucement et regarda le tableau formé par ses deux enfants que la lueur de la lampe semblait caresser. « Eh bien, dit-il en se croisant les bras, voilà de ces scènes qui auraient inspiré de belles pages à ce bon Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie. La jeunesse est bien belle, Madame Couture. Pauvre enfant, dors, dit-il en contemplant Eugène. Le bien vient quelquefois en dormant. Madame, reprit-il, en s'adressant à la veuve, ce qui m'attache à ce jeune homme, ce qui m'émeut, c'est de savoir la beauté de son âme en harmonie avec celle de sa figure. Voyez, n'est-ce pas un chérubin posé sur l'épaule d'un ange? Il est digne d'être aimé, celui-là. Si j'étais femme, je voudrais mourir. Non, pas si bête, vivre pour lui. En les admirant ainsi, Madame, dit-il à voix basse, et se penchant à l'oreille de la veuve, je ne puis m'empêcher de penser que Dieu les a créés pour être l'un à l'autre. La Providence a des voies bien cachées. Elle sonde les reins et les cœurs, s'écria-t-il à haute voix. En vous voyant unis, mes enfants, unis par une même pureté, par tous les sentiments humains, je me dis qu'il est impossible que vous soyez jamais séparés dans l'avenir. Dieu est juste, mais, dit-il à la jeune fille, il me semble avoir vu chez vous des lignes de prospérité. Donnez-moi votre main, mademoiselle Victorine. Je me connais en chiromancie. J'ai dit souvent la bonne aventure. Allons, n'ayez pas peur. Oh, qu'aperçois-je? Foi d'honnête homme, vous serez avant peu l'une des plus riches héritières de Paris. Vous comblerez de bonheur celui qui vous aime. Votre père vous appelle auprès de lui. Vous vous mariez avec un homme titré, jeune, beau, qui vous adore. En ce moment, les pas lourds de la coquette veuve qui descendait interrompirent les prophéties de Vautrin. Voilà maman Vauquer, belle comme un astre, ficelée comme une carotte. N'étouffons-nous pas un petit brin, lui dit-il, en mettant sa main sur le haut du busc. Les avant-cœurs sont bien pressés, maman. Si nous pleurons, il y aura explosion, mais je ramasserai les débris avec un soin d'antiquaire. Il connaît le langage de la galanterie française, celui-là, dit la veuve, en se penchant à l'oreille de Madame Couture. Adieu, les enfants, reprit Vautrin en se tournant vers Eugène et Victorine. Je vous bénis, leur dit-il en leur imposant les mains au-dessus de la tête. Croyez-moi, mademoiselle, c'est quelque chose que les yeux d'un honnête homme. Ils doivent porter bonheur. Dieu les écoute. Adieu, ma chère amie, dit madame Vauquer à sa pensionnaire. Croyez-vous, ajouta-t-elle à voix basse, que monsieur Vautrin ait des intentions relatives à ma personne? Euh. Ah, ma chère mère, dit Victorine en soupirant et en regardant ses mains, quand les deux femmes furent seules. Si ce bon monsieur Vautrin disait vrai. Mais il ne faut qu'une chose pour cela, répondit la vieille dame, seulement que ton monstre de frère tombe de cheval. Ah, maman. Mon Dieu, peut-être est-ce un péché que de souhaiter du mal à son ennemi, reprit la veuve. Eh bien, j'en ferai pénitence. En vérité, je porterai de bon cœur des fleurs sur sa tombe. Mauvais cœur, il n'a pas le courage de parler pour sa mère, dont il garde à ton détriment l'héritage par des micmacs. Ma cousine avait une belle fortune. Pour ton malheur, il n'a jamais été question de son apport dans le contrat. Mon bonheur me serait souvent pénible à porter s'il coûtait la vie à quelqu'un, dit Victorine. Et s'il fallait pour être heureuse que mon frère disparût, j'aimerais mieux toujours être ici. Mon Dieu, comme dit ce bon monsieur Vautrin, qui tu le vois est plein de religion, reprit madame Couture, j'ai eu plaisir à savoir qu'il n'est pas incrédule comme les autres, qui parle de Dieu avec moins de respect que n'en a le diable. Eh bien, qui peut savoir par quelle voie il plaît à la Providence de nous conduire? Aidées par Sylvie, les deux femmes finirent par transporter Eugène dans sa chambre, le couchèrent sur son lit, et la cuisinière lui défit ses habits pour le mettre à l'aise. Avant de partir, quand sa protectrice eut le dos tourné, Victorine mit un baiser sur le front d'Eugène, avec tout le bonheur que devait lui causer ce criminel larcin. Elle regarda sa chambre, ramassa pour ainsi dire dans une seule pensée les 1000 félicités de cette journée,
en fit un tableau qu'elle contempla longtemps, et s'endormit la plus heureuse créature de Paris. Le festoiement à la faveur duquel Vautrin avait fait boire à Eugène et au père Goriot du vin narcotisé décida la perte de cet homme. Bianchon, à moitié gris, oublia de questionner mademoiselle Michonneau sur Trompe-la-Mort. S'il avait prononcé ce nom, il aurait certes éveillé la prudence de Vautrin, ou pour lui rendre son vrai nom, de Jacques Collin, l'une des célébrités du bagne. Puis le sobriquet de Vénus du Père-Lachaise décida mademoiselle Michonneau à livrer le forçat au moment où, confiante en la générosité de Collin, elle calculait s'il ne valait pas mieux le prévenir et le faire évader pendant la nuit. Elle venait de sortir accompagnée de Poiret pour aller trouver le fameux chef de la police de sûreté, petite rue Sainte-Anne, croyant encore avoir affaire à un employé supérieur nommé Gondureau. Le directeur de la police judiciaire la reçut avec grâce. Puis, après une conversation où tout fut précisé, mademoiselle Michonneau demanda la potion à l'aide de laquelle elle devait opérer la vérification de la marque. Au geste de contentement que fit le grand homme de la petite rue Sainte-Anne en cherchant une fiole dans un tiroir de son bureau, mademoiselle Michonneau devina qu'il y avait dans cette capture quelque chose de plus important que l'arrestation d'un simple forçat. À force de se creuser la cervelle, elle soupçonna que la police espérait, d'après quelques révélations faites par les traîtres du bagne, arriver à temps pour mettre la main sur des valeurs considérables. Quand elle eut exprimé ses conjectures à ce renard, il se mit à sourire, et voulut détourner les soupçons de la vieille fille. Vous vous trompez, répondit-il. Collin est la Sorbonne la plus dangereuse qui jamais se soit trouvée du côté des voleurs, voilà tout. Les coquins le savent bien. Il est leur drapeau, leur soutien, leur Bonaparte, enfin. Ils l'aiment tous. Ce drôle ne nous laissera jamais sa tronche en place de grève. Mademoiselle Michonneau ne comprenant pas, Gondureau lui expliqua les deux mots d'argot dont il s'était servi. Sorbonne et tronche sont deux énergiques expressions du langage des voleurs qui, les premiers, ont senti la nécessité de considérer la tête humaine sous deux aspects. La Sorbonne est la tête de l'homme vivant, son conseil, sa pensée. La tronche est un mot de mépris, destiné à exprimer combien la tête devient peu de chose quand elle est coupée. Collin nous joue, reprit-il. Quand nous rencontrerons de ces hommes en façon de barres d'acier trempées à l'anglaise, nous avons la ressource de les tuer si pendant leur arrestation ils s'avisent de faire la moindre résistance. Nous comptons sur quelques voies de fait pour tuer Collin demain matin. On évite ainsi le procès, les frais de garde, la nourriture, et ça débarrasse la société. Les procédures, les assignations aux témoins, leur indemnité, l'exécution, tout ce qui doit légalement nous défaire de ces garnements-là coûte au-delà des 1000 écus que vous aurez. Il y a économie de temps. En donnant un bon coup de baïonnette dans la panse de Trompe-la-Mort, nous empêcherons une centaine de crimes, et nous éviterons la corruption de 50 mauvais sujets qui se tiendront bien sagement aux environs de la correctionnelle. Voilà de la police bien faite. Selon les vrais philanthropes, se conduire ainsi, c'est prévenir les crimes. Mais c'est servir son pays, dit Poiret. Eh bien, répliqua le chef, vous dites des choses sensées ce soir, vous. Oui, certes, nous servons le pays. Aussi, le monde est-il bien injuste à notre égard? Nous rendons à la société de bien grands services ignorés. Enfin, il est un homme supérieur de se mettre au-dessus des préjugés, et d'un chrétien d'adopter les malheurs que le bien entraîne après soi quand il n'est pas fait selon les idées reçues. Paris est Paris, voyez-vous. Ce mot explique ma vie. J'ai l'honneur de vous saluer, mademoiselle. Je serai avec mes gens au Jardin du Roi demain. Envoyez Christophe, rue de Buffon, chez monsieur Gondureau, dans la maison où j'étais. Monsieur, je suis votre serviteur. S'il vous était jamais volé quelque chose, usez de moi pour vous le faire retrouver. Je suis à votre service. Eh bien, dit Poiret à mademoiselle Michonneau, il se rencontre des imbéciles que ce mot de police met sans dessus-dessous. Ce monsieur est très aimable, et ce qu'il vous demande est simple comme bonjour. Le lendemain devait prendre place parmi les jours les plus extraordinaires de l'histoire de la maison Vauquer. Jusqu'alors, l'événement le plus saillant de cette vie paisible avait été l'apparition météorique de la fausse comtesse de Lambert-Ménil.
Mais tout allait pâlir devant les péripéties de cette grande journée, de laquelle il serait éternellement question dans les conversations de madame Vauquer. D'abord, Goriot et Eugène de Rastignac dormirent jusqu'à 11 heures. Madame Vauquer, rentrée à minuit de la Gaîté, resta jusqu'à 10h30 au lit. Le long sommeil de Christophe, qui avait achevé le vin offert par Vautrin, causa des retards dans le service de la maison. Poiret et mademoiselle Michonneau ne se plaignirent pas de ce que le déjeuner se reculait. Quant à Victorine et à madame Couture, elles dormirent la grasse matinée. Vautrin sortit avant 8 heures et revint au moment même où le déjeuner fut servi. Personne ne réclama donc, lorsque vers 11h15, Sylvie et Christophe allèrent frapper à toutes les portes en disant que le déjeuner attendait. Pendant que Sylvie et le domestique s'absentèrent, mademoiselle Michonneau, descendant la première, versa la liqueur dans le gobelet d'argent appartenant à Vautrin, et dans lequel la crème pour son café chauffait au bain-marie, parmi tous les autres. La vieille fille avait compté sur cette particularité de la pension pour faire son coup. Ce ne fut pas sans quelques difficultés que les 7 pensionnaires se trouvèrent réunis,